Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Eric qui a fait des implants capillaires il y a 5 mois. Eric a commencé à perdre ses cheveux à 25 ans, mais il a préféré attendre d'en avoir 36 pour envisager ce traitement invasif. Il nous raconte comment il a pris le temps de mûrir sa décision, comment il s'est renseigné sur les bénéfices et les limites de la greffe capillaire et pourquoi il a décidé de ne pas se faire opérer en France. Micro. Bonjour Eric et merci de partager votre expérience avec nous. Vous avez récemment fait des implants capillaires, vous y pensiez depuis longtemps ? Alors oui, j'y pensais depuis longtemps, je pense une bonne dizaine d'années que j'avais commencé à y réfléchir, mais était un peu trop tôt pour le faire, il faut attendre un certain temps pour vraiment pouvoir faire l'opération. Il faut que le chirurgien soit capable de voir vraiment où on va perdre les cheveux. C'est une bêtise de le faire à 25 ans quand on commence vraiment tout juste à perdre ses cheveux parce qu'on va les perdre ailleurs, on ne sait pas encore. C'est tout de suite devenu un complexe ou est-ce que vous y êtes fait quand même au début Non, c'était un complexe et je pense que c'était même un complexe plus fort quand j'étais encore plus jeune, parce que perdre ses cheveux quand on a 25 ans, c'est plus gênant je pense que quand on a 35. Mais c'est un complexe qui est resté présent et au début ça pouvait être masqué de perdre ses cheveux, puis à un moment de toute façon on peut plus le dissimuler du tout. Et du coup, c'était vous, en vous regardant dans le miroir, ou c'est aussi, vous avez eu des remarques désobligeantes de certaines personnes, ou est-ce que vous vous êtes vu sur une photo ? Effectivement, alors c'était principalement moi, effectivement, devant le miroir le matin, de me dire je ne vois pas comment je vais réussir à me coiffer, tout bêtement, oui. Là, ça devient un petit peu compliqué. Il y a pu y avoir certaines remarques, ou évidemment le regard des autres, mais rarement, c'était plus personnel. C'est ce qu'on dit. On dit en principe quand on envisage une intervention, on le fait d'abord pour soi et c'est quand on le fait pour soi qu'on a le plus de chances d'être satisfait plutôt que de le faire pour l'entourage ou pour... Voilà, je vais pas dire que le regard des autres m'importait pas, ça rentre forcément en jeu, mais oui. Je pense que c'était avant tout pour moi le matin en me réveillant de me dire voilà, je peux me coiffer, je vais aimer ce que je vois dans le miroir. En fait. Et est-ce qu'à cet âge-là, c'était aussi la peur de faire plus vieux que son âge ou... Pas spécialement. Il y a évidemment un rapport au fait de vieillir, dans le fait de perdre ses cheveux, mais c'était pas la vieillesse, c'était plus vraiment un souci esthétique directement que le fait de vieillir. Parce que vous les perdiez donc sur le dessus du crâne ? Oui, sur le dessus dans un premier temps vraiment à l'arrière, et puis quand ça a commencé vraiment à être plus sur le devant, c'est là où ça devenait plus visible sur des photos aussi effectivement, et dans le miroir constamment. Quand c'est à l'arrière du crâne, à la limite on le voit pas. Quand ça devient plus frontal, là forcément on y pense plus fréquemment. Et puis ça devient une obsession dans le miroir, quoi. Ça devient. Ouais. Et il y a beaucoup d'hommes jeunes qui perdent leurs cheveux et c'est vrai que certains se rasent le crâne et c'est vrai que le look chauve, contrairement à par le passé, c'était quand même très très stigmatisant, alors que maintenant on a l'impression que chauve ça peut même être sexy ou en tout cas c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté. Mais vous, c'était pas une option de... Si, c'en était une. Moi je me suis posé la question de me dire... J'étais arrivé, je pense, à un moment où je me suis dit soit je me rase le crâne, soit je me fais les implants, mais va falloir choisir, prendre une décision. Mais j'étais pas capable, effectivement, je me suis posé la question, mais je me sentais pas capable de me raser le crâne. C'est quand même quelque chose qui vous change totalement le visage que vous avez, la perception qu'on a de vous aussi. Et effectivement, maintenant, on a des gens à qui ça va super bien, effectivement un côté sexy, un côté viril qui peut s'en dégager. On pense à des acteurs. Je vois un Jason Statham par exemple, ce genre de personne où on peut où ça peut vraiment incarner la personne virile qui est chauve. C'est lié à la testostérone d'ailleurs, la perte de cheveux. C'est aussi un changement complet d'identité. Je me suis posé la question là quand j'ai fait mes implants, parce que pour faire les implants on doit se faire raser le crâne. Je me suis dit mais ma photo d'identité, même à la douane, va pas correspondre à ce à quoi je ressemble. C'est un changement quand même qui est assez brutal de la façon dont on se représente. Donc malgré le courant de body positivisme qui fait qu'on est censé maintenant pouvoir s'accepter comme on est, en tout cas ça aide beaucoup de personnes, là pour vous, ça vous concernait pas en tout cas pour ça. Peut-être plus tard, je m'étais dit si la greffe ne fonctionne pas, si je suis pas content du résultat, ça sera une option que je ferai sûrement. D'accord. Donc c'est pas une option que vous avez écartée non, définitivement. Pour l'instant, je pense que j'aurai pas à le faire dans l'immédiat, mais ça m'arrivera peut-être plus tard, sans problème. Mais c'est un changement qui est quand même assez radical, quoi. Ça veut dire que tout le monde d'un coup fait des remarques là-dessus en arrivant. Enfin, je m'étais imaginé la scène, c'est ce que c'est refaire ma photo de CV, de papier, tout, parce que on a. Je ne vais pas dire qu'on devient quelqu'un de différent, mais on a une apparence qui est quand même totalement différente. C'est sûr. Donc vous avez fait des implants capillaires. Vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à envisager ce traitement ? Vous aviez fait d'autres traitements anti-chute
de cheveux avant? Oui, j'avais fait d'autres traitements. Bon, alors, de façon globale, il faut se dire qu'on peut pas faire grand-chose contre la chute de cheveux. Hein. C'est à moins, enfin, quand elle est génétique, il y a des problèmes de stress ou des choses comme ça. Moi, c'était pas mon cas. C'était vraiment génétique. Et donc j'avais quand même, il y a une chose qu'on peut faire, mais que je recommanderais en aucun cas, c'est certains traitements médicamenteux qui existent à base de finastéride, d'utastéride, je crois également. Mais que j'ai pris, mais qui ont des effets secondaires à long terme qui sont très compliqués. Donc c'est sur le moral, c'est sur la libido, et donc ça peut entraîner une baisse de désir très très forte et très durable. Donc les effets secondaires sont finalement pires que ce qu'on veut traiter. Donc moi j'ai arrêté ces traitements-là. J'ai dû les faire pendant 3-4 ans. Et je regrette de les avoir fait aussi longtemps, même si j'ai pas d'effets secondaires actuellement, mais j'en ai eu. À partir du moment où j'avais arrêté ce traitement, il n'y avait pas vraiment de solution. Il y a des shampoings qui existent, mais qui sont assez anecdotiques en termes d'effets. Autour de vous, vous avez parlé de votre projet à des amis proches, dans votre famille, de ce projet de greffe capillaire? J'en avais parlé à des amis parce qu'il se trouve que j'ai des amis qui l'avaient déjà fait. Donc ça m'a beaucoup aidé, moi, dans le cheminement, de voir où je pouvais le faire, de voir combien ça allait me coûter, d'avoir des renseignements aussi très pratiques, parce que c'est une opération qui est quand même... je vais pas dire lourde, enfin ça prend du temps, et puis ça prend beaucoup de temps après à se voir vraiment. Le process est très long. Donc c'était très confortable pour moi d'avoir des gens qui l'avaient déjà fait pour voir comment ça allait se passer. Donc les gens qui l'avaient déjà fait, notamment, ils l'avaient fait depuis longtemps, parce qu'on dit qu'il faut un certain temps pour voir le résultat total. Hein. Les cheveux chutent avant de repousser entre 3 et 8 mois plus tard, et le résultat final, j'ai lu que c'était entre 1 an, 14 mois. Oui, exactement, c'est un process qui est très long, pardon. Et effectivement, mes amis l'avaient déjà fait depuis 2 ans à peu près, donc je commençais à avoir une visibilité de ce que ça pouvait donner, mais à la limite, c'est très différent d'une personne à l'autre, donc c'est plus vraiment sur l'opération en elle-même et sur le déroulé des 2-3 mois qui suivaient que j'avais des questionnements. Sur le coût de l'opération lui-même, sur le temps que ça allait prendre vraiment, et sur la période, effectivement, comme vous disiez, il y a une période qui est un peu compliquée, où on nous implante les cheveux et puis les cheveux retombent. Donc il y a une période assez longue où finalement on se retrouve, je ne vais pas dire chauve parce qu'on a toujours les endroits où on avait des cheveux qui reprennent, mais il y a une période de transition qui est assez bâtarde, quoi. Oui. Donc il faut réussir à gérer en se disant de savoir comment ça va se passer au boulot, est-ce que je peux mettre des casquettes, enfin ce genre de choses. Oui. Évidemment les cliniques répondent aussi à ces questions, mais c'est toujours plus pratique d'avoir quelqu'un de confiance avec qui en discuter. C'est ce qu'on dit, hein. On dit le bouche à oreille en esthétique, c'est vraiment important de pouvoir aller faire un traitement avec un médecin qui a déjà traité une personne de son entourage et dont on aime le résultat, bien sûr. Mais l'ami qui est allé faire la greffe qui vous semblait réussie, vous avez pu être traité par le même médecin que lui ou c'est le centre Alors je suis allé dans le même centre pour le médecin. Je ne sais pas si j'ai eu le même chirurgien que lui. D'accord, c'était un chirurgien. Oui, et je n'ai pas demandé le nom à mon ami. Lui-même, techniquement, n'était pas extrêmement satisfait du résultat de l'opération, mais avait vu beaucoup de gens qui étaient allés dans cette clinique, qui avait été recommandée par un grand groupe de cosmétiques aussi. Donc, j'avais pas trop d'inquiétude sur la qualité de l'endroit où j'allais. D'accord. Ce qui, effectivement, est déjà beaucoup pour se rassurer, parce que malgré ça, il y a déjà beaucoup de stress. Donc, si j'avais même pas su que la clinique faisait un bon travail, je pense qu'on peut être sur un niveau de stress très élevé avant cette opération. Ouais. C'est l'ami qui était allé faire cette greffe capillaire qui vous a... Effectivement, c'est une des personnes avec qui j'ai le plus discuté, mais c'est un projet que j'avais depuis longtemps, même avant que cette personne le fasse. Donc je m'étais renseigné beaucoup, moi, sur les sites internet, sur les forums de discussion où on peut voir des effets de greffe, des avant-après, mais ça remplace pas effectivement le fait de connaître vraiment quelqu'un qui concrètement l'a fait. Et du coup, vous êtes allé en Turquie et vous n'avez jamais, ce que vous m'aviez dit au téléphone, vraiment consulté en France? Non, j'ai pas consulté en France. Alors déjà, d'une part, souvent les consultations sont payantes dans les instituts français et les coûts sont effectivement beaucoup plus élevés qu'en Turquie. J'ai regardé avant de venir parce que c'est quelque chose que j'avais oublié parce que j'avais vraiment écarté cette option-là et on est sur des coûts qui sont vraiment beaucoup plus élevés. Donc c'est vrai que moi la Turquie m'était apparue comme une évidence puisque cet ami et d'autres amis qui l'avaient fait étaient tous passés par la case Turquie pour y aller. Où il y a un savoir-faire aussi spécifique puisque ils ont vraiment l'habitude de traiter beaucoup de cas là-bas. Néanmoins, vous disiez que l'ami, il n'était pas très satisfait.
Lui trouve le résultat moyen. Moi, quand je le vois, je trouve qu'il y a quand même un résultat il y a un avant-après assez différent. Et les autres amis que j'ai pu voir qui l'avaient fait, pour certains, c'est vraiment indécelable. Mais indécelable de façon positive. On ne voit pas qu'il y a eu une opération, mais on voit qu'il y a des cheveux. Voilà, ça ne fait pas rendre poireau, parce que c'est ce qu'on dit parfois, Exactement, en tout cas au niveau de la ligne d'implantation. Parce que le tourisme médical, c'est un risque. Ça, vous aviez quand même regardé les risques que ça comporte, parce que en Turquie, il y a des chirurgiens et des médecins compétents, mais il y a aussi des charlatans. Enfin, quand on va sur Internet, on voit vite que parfois il peut y avoir on ne sait pas trop dans quel centre on tombe, avec quel type de compétences. Ça, vous aviez bien étudié tout ça, j'imagine. C'était pas vraiment une inquiétude que j'avais du fait de connaître des gens qui avaient déjà vécu ces opérations-là, mais je pense que si j'avais pas eu cette garantie effectivement de personnes qui l'avaient vécu, je suis pas sûr que je me serais embarqué effectivement aller en Turquie où j'aurais eu une appréhension très forte. Parce qu'effectivement, il y a des ratés complets sur des implants capillaires. On voit fréquemment des gens qui doivent refaire une autre intervention. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Après, je pense que ça arrive aussi avec des médecins en France. Oui, mais en tout cas, il y a des lieux qui sont avant tout commerciaux, et ça vaut pour un certain nombre de traitements en esthétique. Et je suis allée voir sur le site de la Société internationale de restauration chirurgicale capillaire, et donc ils font même une journée pour récupérer tous les ratages, mais dans le monde, voilà. Mais ça vaut effectivement, en ce moment il y a aussi des faux médecins qui injectent de l'acide hyaluronique anti-rides pour apporter du volume, donc ça c'est vrai que ça existe pour toutes les techniques, et c'est important d'écarter le côté comme ça où on risque d'être très très déçu et finalement d'avoir payé très cher quand c'est pas réussi. Donc une fois que vous avez été décidé d'aller à cet endroit-là, donc j'imagine c'est une consultation en visio? Je ne crois pas avoir fait de visio. Ça m'a été proposé, mais j'ai fait des échanges en téléphone, j'ai envoyé des photos, j'ai eu des discussions sur WhatsApp avec les personnes de la clinique. Après, c'est vrai que le véritable entretien avec le médecin, du coup, directement, il a lieu sur place. Bon, moi, j'avais déjà eu un peu d'assurance sur ce qu'on pourrait faire, mais c'est vrai que c'était pas à 100% décidé. Et c'est vraiment au moment où on voit le médecin qu'on décide exactement de comment on veut faire l'implantation, qui fait le tracé sur le crâne, pour voir exactement comment ça va être opéré. Donc ça, c'est juste avant l'intervention. Exactement. D'accord. En France, quand on consulte pour un traitement esthétique, au-delà de 300 €, donc là on les dépasse vite, il y a une remise de devis, on signe un consentement éclairé, c'était pareil là-bas. Est-ce que vous avez eu le type d'information qu'on a ici en France, c'est-à-dire à la fois sur le déroulé de l'intervention, qui allait la faire, les suites, les complications possibles et tout ça? Alors j'avais un devis, oui, effectivement, que j'avais signé, parce que en plus il intégrait aussi l'hôtel. Il y a un partenariat souvent entre les hôtels et les cliniques quand on doit se déplacer. Donc c'était intégré dedans. Il n'y avait pas d'accord sur le nombre de greffons, sur les zones à implanter de façon très précise. Donc ça, effectivement, c'était pas dedans. J'avais quand même des explications sur comment allait se passer l'opération et sur le temps que ça allait prendre pour que ça dure, mais je suis pas sûr que c'était contractualisé avant. J'ai signé quelque chose en arrivant là-bas, mais sur le devis, je pourrais pas me souvenir exactement des informations qui étaient mentionnées. Vous avez signé un consentement éclairé en arrivant, donc. Ouais. Enfin, en étant conscient de tout ce qui peut se passer de désirable ou d'indésirable dans les effets, ou c'était pas un type de document? Non, j'avais un document qui était assez long. Je pourrais pas me souvenir du détail exact, mais il y avait un document qui indiquait une sorte de règlement et qui expliquait comment tout allait se passer. D'accord. Parce que c'est aussi ça qu'on demande quand on va à une consultation avec un médecin avant une intervention chirurgicale, de savoir les soins à faire juste après l'intervention, les éventuelles complications, tout ça, il faut être au courant pour savoir comment les gérer. Vous restez plusieurs jours après le... Oui, quoi qu'il en soit, on doit rester, je crois, au moins 2 jours là dans la clinique où j'étais, après sur place. Je suis resté même un petit peu plus longtemps en Turquie pour faire du tourisme avec un ami. Mais il faut rester au minimum 2 jours. On retourne le lendemain à la clinique où il y a un premier shampoing qui est fait et voir s'il n'y a pas de soucis. Et après, on a un suivi, on va dire, par WhatsApp, par envoi de photos qui est quasi tous les jours et puis après qui devient tous les mois pour vraiment garder le contact et voir si tout se passe bien, parce que la suite de l'intervention peut être un peu effrayante.
Alors il y a évidemment tout ce qu'on a en tête, des greffons qu'on va voir, des petites traces de sang qui sont normales, mais il y a surtout un œdème qui se crée au niveau de la tête. Et c'est ça le plus impressionnant dans la suite de l'opération. C'est qu'on a pendant quelques jours, on nous fournit un bandeau et quelques médicaments pour éviter que ça gonfle trop, mais c'est quand même très impressionnant d'avoir le volume de sa tête, du haut de la tête qui, je ne sais pas s'il double, mais c'est très 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 impressionnant. Avec le bandeau, ça limite l'œdème, mais c'est quand même quelque chose qui peut faire peur. Et malgré tout, ça n'empêche pas d'aller faire du tourisme. Alors, Est-ce qu'on est vraiment dans l'optique d'aller faire du tourisme quand on se retrouve avec le crâne qui a doublé de volume On sait qu'on va être regardé, mais c'est une épreuve assez intéressante à passer. Alors, il se trouve qu'en Turquie, il y a pas mal de gens qui font des implants, donc on croise fréquemment des gens qui viennent d'en avoir, et c'est quelque chose qui est assez habituel pour les Turcs. Parce qu'ils ont vraiment l'habitude de croiser des gens qui viennent de faire des implants. Quand on est à l'aéroport, c'est assez dingue. On se retrouve à 5-10 à avoir fait des implants dans le même vol. Effectivement, c'est un petit test de se dire est-ce que je suis capable de me balader dans la rue tranquillement en ayant le crâne avec qui a gonflé et avec plein de petites traces d'incision. Et il faut éviter le soleil aussi pendant quelques temps. Et on ne peut pas pendant, je crois que c'est une dizaine de jours, porter de casquette par exemple, parce qu'il faut éviter tout frottement sur la zone. Donc le tourisme est peut-être plus simple à faire un petit peu avant qu'après. Oui, j'imagine. Et alors, pour en revenir à l'intervention, il y a une anesthésie, bien sûr, mais c'est quand même une intervention qui est très longue. Qu'est-ce qui a été le plus pénible? Est-ce que c'était l'extraction des greffons, la réimplantation? Qu'est-ce qui était... Alors, on est en anesthésie locale pendant toute l'opération. C'est effectivement une opération qui est très longue. Moi, ça a duré près de 7 heures entre le début, entre mon arrivée vraiment à la clinique et la sortie. J'ai pas le souvenir de douleur, ou alors très rapidement. Alors, j'essaye de me souvenir à quel moment c'était, si c'était au moment où on me prélevait les cheveux. Non, c'était au moment de l'implantation, je crois, de la réimplantation. Mais comme on est anesthésié localement par petites piqûres, comme on pourrait être chez le dentiste exactement, il n'y a pas de douleur à ce moment-là. Même on sort de l'opération sans avoir mal. Donc, et l'œdème, après, ça fait pas mal? Non, l'œdème fait pas... Ça inquiète, on va dire, mais j'ai pas eu de véritable douleur à ce moment-là. Et on a quelques médicaments aussi pour soulager à ce moment-là, de toute façon. Et donc, finalement, il y a combien de personnes qui agissent pendant l'intervention? Donc, il y a le médecin, ça on est sûr, enfin, le médecin ou chirurgien, ça vous avez vu les compétences, il y a les diplômes, il y a les... Oui, effectivement, je l'ai rencontré. C'est lui qui fait vraiment la consultation où on décide de l'implantation, sachant au moment où je l'ai faite, il y avait 4 à 5 autres personnes dans la salle, donc c'est assez impressionnant d'avoir 5-6 personnes qui regardent votre crâne comme ça d'un coup. Mais c'est lui qui fait le tracé. Et en fait, l'opération se passe en 3 phases. Une fois que le crâne est rasé et que l'implantation est décidée, il y a une première phase qui est la phase vraiment d'extraction des bulbes. Donc ça, c'est plutôt à l'arrière du crâne? Voilà, donc à l'arrière, un peu sur les côtés également. Donc il y a cette phase d'extraction. Après, il y a une phase qui est faite directement par le médecin, qui est la phase où lui va décider vraiment de l'implantation, où en fait il crée les canaux pour mettre les cheveux directement. Et la 3e phase où on va là vraiment implanter les cheveux directement. Et là, c'est son équipe à lui qui le fait, c'est pas lui directement. Donc là, je pense qu'il y avait 3 personnes à peu près qui le faisaient à ce moment-là. D'accord. Et certains qui triaient les greffons. Mais en fait, on le voit très peu, puisque finalement tout se passe à l'arrière de notre tête. Non, donc à ce moment-là, on voit très peu exactement comment ça se passe. Et c'est peut-être mieux, parce qu'effectivement, il y a pas mal de sang qui coule. Donc c'est... Mais bon, vous étiez rassuré, le cadre était rassurant, c'était clean, c'était une clinique, quoi, c'était pas... C'était très propre, très bien organisé. Vraiment, je disais, avec tout ce qui était hôtel, tout ce qui était logistique, pour qu'on soit déjà qu'on n'ait pas à s'inquiéter de ça déjà. Et effectivement, pendant l'opération, j'avais un écran télé, j'avais de quoi me divertir, penser un petit peu à autre chose. Et puis c'est vraiment long. C'est vraiment long. Alors il y a une pause au milieu pour déjeuner quand même, mais c'est une opération qui est longue, et donc faut avoir de quoi s'occuper. Je pouvais prendre mon téléphone pendant un certain moment. Après, il y a certaines positions parfois où on peut tout simplement pas. L'intervention, c'est fini dans l'après-midi. Donc après, le soir, on a des soins à faire, ou le jour même, on a... Non, le soir même, pas de soins. Donc le soir même, on rentre à l'hôtel et on fait pas grand-chose. La principale... il y a quand même, si en termes de soins, il y a une poche de glace à s'appliquer sur le haut du crâne régulièrement pour éviter justement cet œdème dont je vous parlais.
Et après, ce à quoi il faut faire attention et ce qui est un peu compliqué, c'est que les premiers jours, il ne faut pas dormir allongé. Donc c'est dormir dans une chaise ou dans un fauteuil pendant quelques jours pour éviter les frottements. On a un bandeau, donc là, le premier soir qu'on nous enlève ensuite. Et moi j'ai perdu aussi un petit peu de sang pendant la nuit. Donc c'est vrai qu'on se réveille en voyant un petit peu de traces de sang à ce moment-là. Mais pas d'autres soins. Les soins ils sont faits le lendemain avec le shampoing qui est fait à la clinique. Et après, quand vous repartez, vous avez des soins à faire chez vous? Ou au contraire, l'idée, c'est de... Parce que j'ai lu, attention, pour que la greffe prenne bien, il ne faut surtout pas frotter, masser, gratter son crâne pendant 2 semaines. Ça va, c'est pas trop compliqué? Il y a pendant 10 jours où il faut éviter effectivement tout contact, alors qu'on a un peu envie de voir quand même comment ça se passe, de toucher. Donc on se retient pendant ce temps-là. Et au bout de 10 jours, il y avait là le premier shampoing à prendre pour faire tomber en fait les croûtes. D'accord. Et d'un coup, on a le crâne qui se détend un petit peu à ce moment-là. Mais pendant 6-10 jours, si j'avais quand même un petit spray à me mettre de temps en temps. Pour hydrater? Je pense, oui. Quand ça s'est terminé, vous étiez confiant, vous étiez rassuré? C'était une bonne chose de faite ou vous étiez dans quel état d'esprit? Moi, j'étais plutôt content. Content déjà de l'avoir fait. Elle me dit, bon, bah voilà, j'ai pris mon courage à 2 mains, si je peux dire, pour le faire. J'étais plutôt content, moi, de l'implantation qui avait été faite. C'est dur de se projeter parce qu'on a juste des petits points rouges, en gros, à ce moment-là. Oui, c'est difficile de voir. Mais juste en voyant ça, je me suis dit, voilà, l'implantation qui est faite m'a l'air assez naturelle. J'ai l'impression qu'il peut y en avoir assez pour que la densité soit OK, mais ça, je le saurai de toute façon que dans quelques mois. Mais j'étais plutôt rassuré au moment où ça s'était passé. Mais c'est important de parler de densité parce qu'effectivement, il y a un certain nombre, je crois que c'est plus d'un tiers des personnes qui ne sont pas satisfaites au bout d'une séance de la densité et que parfois certains chirurgiens ou médecins en France proposent de faire la séance en 2 fois avec le maximum de greffons lors de la première séance et un an plus tard, de nouveau, un certain nombre de greffons pour compléter au niveau de la densité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous avait indiqué lors de la consultation ou des échanges, que vous n'auriez pas forcément la densité optimale. Moi, on m'a fait une opération qui est relativement importante. J'ai eu 4700 greffons qui ont été implantés, donc ce qui est relativement haut. Il y a des très très grosses greffes où on monte à plus de 6000, mais c'est beaucoup, 4700. Oui. Effectivement, il y a des cliniques, notamment en France, et j'ai un ami à qui on a proposé ça, de le faire de le faire à 2 fois avec un intervalle d'1 an. Mais alors je me disais, c'est du coup un process qui dure super super longtemps, et je me sentais pas moi de partir sur 2 ans où mon crâne est en travail. Et du coup, moi j'ai eu une opération qui est assez importante avec beaucoup de greffons d'un seul coup. Effectivement, je suis pas à l'abri qu'à un moment ou l'autre il faille en refaire ou compléter. Mais l'objectif en tout cas est que je n'ai pas à le faire. Et soit j'aurais envie de le refaire, ou soit à ce moment-là je me dirais bon bah c'est bon, maintenant je me rase le crâne. Maintenant j'ai aussi pu voir à quoi ressemblait mon crâne sans cheveux. Et finalement je me dis bon bah pourquoi pas. C'est rassurant, non? C'est très rassurant et effectivement, même avec les cheveux très très courts, très ras, je me disais, bon, bah, le résultat pourrait être bien comme ça. Donc ça permet aussi de dédramatiser un peu en 2 temps, finalement. Oui, puis de vous dire que, voilà, même si à un moment donné, vous deviez refaire un traitement, peut-être que vous ne le referiez pas, parce que c'est coûteux et après, c'est compliqué au niveau des... Mais là, les punchs ont été bien faits, c'est vraiment des micro-cicatrices, ça ne se voit même pas. Oui, je peux le sentir un petit peu en touchant encore. Enfin, là, j'ai encore des petits cheveux qui continuent à pousser. Ça peut se voir un petit peu, mais c'est recouvert directement par les cheveux. Et c'est une technique, en tout cas, qui est moins visible et moins dangereuse. Je pense que la technique de la bandelette qui était faite pendant longtemps, où on enlevait vraiment une bande de peau à l'arrière du crâne des gens. Et là, à partir du moment où on va avoir le crâne rasé, on voit qu'il y a une grosse cicatrice. C'est sûr. Donc là, c'est ce qu'on appelle la FUE, la Follicular Unit Extraction. Avec mon voilà, je n'avais pas en tête ce que voulaient dire les lettres. Moi, je ne me souvenais plus, mais effectivement, c'est ça. Donc c'est ça, on prend des petits bulbes avec 2-3 cheveux et on les remet voilà, ils déménagent. à l'endroit. Ils déménagent, voilà. La limite qu'il peut y avoir, c'est qu'on ne peut pas forcément après garder les cheveux très courts sur les côtés et à l'arrière parce qu'il y a une densité qui est moindre. C'était la limite, moi, de ce qui m'inquiétait un petit peu, de me dire, bon, si j'ai envie d'avoir les cheveux très courts, ça va se voir. Enfin, très très court, ça ne se verrait pas, mais relativement court, on verrait qu'il y a une densité moindre qu'ailleurs. Oui, puisqu'on a pris, et ça ne repousse pas, du coup, là où on l'a pris. Voilà, et ceux-là ne repousseront pas. Ça ne vous inquiétez pas, par contre, les micro-cicatrices, parce qu'a priori, ça devient presque indécelable au bout d'un moment, c'est ça? Oui, elles sont peu visibles, il faut vraiment aller regarder pour les voir. Et puis, normalement, voilà, il faut espérer que les cheveux les recouvrent. Sur la zone qui a été prélevée, non, pas du tout. Je les vois absolument pas. Je les sens pas du tout à cet endroit-là. Je les sens à l'endroit où on a implanté.
Donc là, la greffe, elle a eu lieu en mai dernier, ça fait donc à peu près 6 mois, et vous êtes déjà content, en tout cas vous voyez ce que ça va donner. Alors là, ça va faire 5 mois. C'est encore un peu tôt pour avoir un avis définitif et voir exactement comment ce sera. Les cliniques disent bien que souvent entre 4, 5, 6 mois, on a l'impression que la greffe est ratée. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas une implantation qui a repris, notamment à l'arrière du crâne. Sur l'avant, ça a bien repris. Mais je sais qu'il faut encore un petit peu de temps avant de juger le résultat définitif. Moi, je suis plutôt content du tracé qui a été fait déjà, que je trouve assez naturel. Donc je suis rassuré sur ce point-là. Après, je ne sais pas exactement quelle densité j'aurai. Il y a des endroits qui sont un petit peu moins denses pour l'instant. Donc je ne sais pas si dans 2 mois, 3 mois, j'aurai la densité exacte. Ça ne sert à rien que je m'inquiète maintenant, que c'est un process qui va prendre encore du temps et qu'il faudra, effectivement, vous disiez, il faut 1 an pour voir le résultat vraiment définitif. Alors j'espère ne pas refaire de traitement, en tout cas je pense que maintenant je me contenterai d'une densité même si elle est moindre et de me dire voilà bon c'est comme ça, il y a déjà beaucoup de cheveux qui ont été pris à un moment, de toute façon on ne peut pas en reprendre indéfiniment, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une zone de prélèvement même assez dense pour pouvoir faire des implants, donc moi je pouvais le faire. J'espère que le résultat sera suffisant parce que je m'imagine assez difficilement aller refaire cette opération parce que c'est quand même très long. C'est pas l'opération en elle-même, mais c'est les 6 mois où on n'a pas de cheveux de nouveau, alors que c'est quand même ce qu'on veut éviter. C'est long et coûteux quand même. Moi, ça m'a coûté 2500 € plus le vol pour la Turquie. Donc effectivement, on n'a pas envie non plus de faire chaque année cette dépense-là. Le coût est finalement, c'était pas pour moi l'élément le plus bloquant. Et en même temps, un peu, puisque vous l'avez pas fait en France, donc c'est quand même... Du fait que ce soit ce montant-là et non pas le double, voire le triple, ça n'était pas bloquant. Et si j'avais pas eu cette possibilité en Turquie moins chère, peut-être que je l'aurais fait quand même, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc c'est aussi un projet qui n'est pas sur un coup de tête et sur lequel on peut mettre de l'argent de côté. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de vous habiller ? Est-ce que vous avez gagné en confiance en vous ? Enfin, même si vous n'avez pas le résultat définitif, est-ce que vous avez déjà perçu un changement ? Alors le premier changement, c'est que j'ai beaucoup porté de casquettes cet été parce que, de toute façon, n'ayant très peu de cheveux, j'aurais pris des coups de soleil, ne serait-ce que ça techniquement. Donc, hormis les 10 premiers jours où on peut pas, pour éviter les frottements sur le crâne, où là, j'ai pas mis de casquette, mais après beaucoup de casquettes pendant une période. Mais j'avais commencé à en mettre aussi déjà auparavant. Ne serait-ce que pour habituer mes collègues ou mon entourage à me voir avec une casquette, parce que je savais que j'allais en mettre une après l'opération. Sur des effets de confiance en moi, je ne sais pas. Peut-être un petit peu. C'est vrai que j'avais tendance à éviter certaines positions. J'aimais pas qu'on voit l'arrière de mon crâne quand je m'agenouillais ou ce genre de choses. Et je me fais la remarque que même juste après les implants, en fait, au moment où j'avais encore les cheveux, juste après les implants, que finalement, j'avais plus à penser à ce genre de choses, quoi. Donc, je pense que progressivement, oui, ça va m'aider sur certaines choses ou J'aime pas qu'on prenne en photo de dos, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Donc je pense que c'est des choses que maintenant je vais, au fur et à mesure, dire maintenant je m'en fiche. Et ça, c'est assez appréciable. Oui, parce que c'est un gain aussi de pas chaque matin être mécontent de soi dans le miroir. Exactement. Il y a un aspect psychologique qui est très fort là-dessus, et sur les cheveux, sur la confiance en soi. Et c'est une certitude. Et je pense qu'effectivement, et c'est ce dont je me suis rendu compte, que la chirurgie esthétique peut avoir cet avantage-là. Moi, j'ai jamais fait d'autres opérations. C'était vraiment la première que je fais, probablement la dernière, je sais pas. Mais je me suis dit, effectivement, après l'opération, que ça peut quand même amener un confort psychologique qui est assez intéressant après, si vraiment il y a un problème, un complexe lié à ça au départ. Je me demandais en fait... par rapport donc à ce complexe de calvitie, est-ce que c'était aussi accentué par votre métier ou est-ce que... Alors moi j'ai un métier de commercial, donc je suis quand même pas mal en relation avec des gens, que ce soit dans mon entreprise, mais surtout à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'apparence physique peut avoir une certaine importance. Après, c'était pas nécessairement un sujet du tout gênant plus que ça. Ça a pu me gêner un petit peu plus tôt quand j'étais plus jeune, où je me suis retrouvé à avoir pas mal de sujets où je passais à la télé. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas forcément envie de montrer sa calvitie à toute la France d'un coup. En fait, il y a les 2 alternatives qui sont bien, savoir des cheveux ou raser. La partie entre les deux est pas vue de façon super positive. On parlait tout à l'heure des hommes qui ont le crâne rasé et qui rendent très bien. On a ça en tête. Par contre, vraiment juste la calvitie et un côté Jean-Claude Duss, si vous voyez. C'est un petit peu moins sexy. Là. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose néanmoins que vous auriez aimé savoir avant, que vous n'aviez pas réalisé par rapport justement à
soit à la technique, soit à l'intervention même, soit aux suites? Je m'imaginais peut-être pas que l'œdème serait aussi impressionnant ou durerait aussi longtemps, parce que c'est quand même une dizaine de jours où on est quand même un peu gonflé. Enfin, moi, je sais que j'ai enlevé le bandeau vraiment. Il m'a fallu plus d'une semaine et j'avais quand même la tête un peu gonflée. Et au début, c'est très impressionnant. Donc ça, j'avais pas forcément en tête que ça durait aussi longtemps, parce que j'étais vraiment préoccupé par le résultat de l'opération en elle-même. Et du coup, j'avais mis ça un petit peu de côté. On me l'avait dit, mais quand on le vit, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Après, le résultat est encore un peu plus long que ce que j'imaginais. J'avais pas forcément en tête que sur l'arrière du crâne, par exemple, ça pousserait plus lentement. Ça, je l'avais pas forcément en tête. Après, je suis plus à 2 mois d'attente près, on va dire. Donc c'est pas dramatique, mais sur le reste, je m'étais quand même bien renseigné, donc j'ai pas eu de grosses surprises. Ça vous a préoccupé, l'œdème, qu'il soit si impressionnant? Vous avez eu peur, vous vous êtes dit, voilà, finalement, j'aurais pas dû le faire? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez regretté ou non? J'ai pas regretté, mais il y a un moment où j'ai eu peur, c'est quand j'ai pris l'avion. Parce que je me suis dit, tout bêtement, on a tendance à avoir par exemple les jambes, les pieds qui gonflent un petit peu dans l'avion, et je me suis dit, mince, prendre l'avion alors que déjà on gonfle à ce moment-là. Et puis c'est un moment où j'avais pas de poche de glace aussi sur moi, donc où je pouvais pas m'appliquer ce petit soin pour juste essayer de faire diminuer un peu l'œdème. Donc il y a ce moment-là où j'ai eu un petit peu peur. Après voilà, ça dure 3 heures, mais c'est le seul moment où, oui, même à l'aéroport, je me souviens avoir pris des canettes ou des bouteilles juste pour les poser sur mon crâne et essayer de me faire dégonfler un peu. Après, j'ai eu peur avant d'arriver vraiment la veille au soir. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me posais vraiment la question de me dire, est-ce que c'est pas un caprice, un péché d'orgueil de croire que je vais réussir à rétablir quelque chose ou de lutter contre le vieillissement ou contre la génétique? C'est vraiment la veille que j'ai eu cette grosse inquiétude, on va dire. C'est-à-dire angoisse, ça aurait été un grand mot, mais quand même une inquiétude. Mais plus par rapport au fond, c'est-à-dire plus par rapport à vous dire qu'est-ce que je vais faire, j'essaye de contrer les effets du temps ou en tout cas la génétique comme vous venez de le dire, plus par rapport à ça que pourquoi je vais le faire là-bas alors que j'aurais pu le faire sans l'avion, sans... Oui, c'est pas le lieu qui m'inquiétait et au final j'ai même été un peu rassuré la veille au soir sur place sur l'hôtel. Donc comme l'hôtel est en partenariat avec la clinique, c'est assez impressionnant à voir parce que du coup vous avez tous les gens qui viennent de faire la chirurgie esthétique que vous croisez au petit-déj et au dîner. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il y a différents types de chirurgie. Il va y avoir des liftings et des implants principalement, mais des rhinoplasties aussi. Donc c'est assez impressionnant de se retrouver au dîner ou au petit-déj avec tous les gens qui viennent de se faire opérer. Et j'ai pu voir quand même des opérations qui avaient été faites sur d'autres personnes en me disant, voilà, la zone implantée est conséquente. Donc je vais pouvoir me faire implanter. Moi, c'était ce qui m'inquiétait le plus, c'est de me dire, mince, je les perds à l'arrière, je les perds un peu aussi à l'avant. Est-ce qu'ils vont pouvoir implanter partout? Ce qu'on m'avait garanti, mais tant que c'est pas fait, une petite inquiétude. Et là, en voyant la veille que ça avait été le cas pour d'autres personnes, j'étais plutôt rassuré quand même là-dessus. Quand le prélèvement est fini, puisqu'on les met, il faut qu'on les conserve, je crois, dans une solution le temps de la réimplantation. Vous voyez le nombre de greffons parce que finalement, on peut se dire, on m'a dit 4700 greffons. Est-ce qu'on voit quand même, oui, vraiment, ils m'ont prélevé ça? Alors, c'est une question que je me suis posée, effectivement. On les voit, les greffons, on les voit, effectivement. Il y a des petites solutions qui sont sur le côté. Il y a une personne qui se charge de les disposer, mais on les voit dans la solution. Après, effectivement, moi je suis incapable de les compter, de savoir exactement. Je vois le résultat, donc je vois à quel endroit on m'a implanté, donc je vois qu'on l'a fait quand même très largement. Pour avoir l'estimation du nombre de greffons, effectivement, je ne peux pas le savoir exactement. Mais je ne m'étais pas après engagé dans la discussion que j'ai pu avoir avec la clinique sur un nombre de greffons. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en France où il y a effectivement des tarifs en fonction du nombre de greffons. Moi, j'ai pas eu ça et je trouve que c'est plutôt une approche qui est intéressante. Parce que c'est vrai que se dire, mince, je voudrais en rajouter 500, être dans le marchandage, on va dire, est-ce que j'en mets 500 de plus ou pas, un petit peu désagréable. Là, c'était un forfait et quel que soit le nombre d'implants, le prix donc était le même. La durée de l'opération variait, donc forcément, il y a des gens qui sont sortis avant. Moi, on m'avait dit qu'il y en a eu 4007. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre, il m'a dit qu'il en avait eu 4003. Je peux pas effectivement le compter ou le prouver, mais je vois qu'en tout cas, j'en ai eu d'implantés sur les zones qu'on avait définies. Moi, j'ai eu la discussion avant l'opération où le médecin m'a donc dessiné différentes zones sur le crâne, notamment la ligne frontale qui est ce qui est globalement le plus important, mais aussi délimiter plusieurs endroits sur mon crâne en m'expliquant qu'à certains endroits, il allait mettre plus de densité, donc plus de densité notamment à l'avant, parce que c'est là qu'on le voit tous les jours, et qu'il y aurait un petit peu moins de densité au milieu du crâne où j'avais encore quelques cheveux, et à l'arrière un petit peu plus, mais moins que devant quand même. Donc il y a cette discussion qui est faite, mais qui n'est pas liée à un nombre de greffons systématique, et ça permet de mettre de côté la question du tarif aussi, ce qui est un certain confort.
Et est-ce qu'on évoque aussi le fait qu'à partir du moment où c'est une calvitie d'origine génétique, les cheveux continuent à tomber, ou finalement, comme vous avez 35 ans au moment où vous avez fait la greffe, c'était de toute façon, c'était bien défini et ça risquait pas d'être plus important après? J'avais encore des cheveux, encore pas mal de cheveux au moment où j'ai fait l'implantation, mais qui devenaient plus fins par endroits. Donc clairement, j'ai pas été implanté juste à l'endroit où je n'avais plus de cheveux. Ils ont implanté à peu près sur tout le crâne en fait, avec une densité plus forte sur les endroits où déjà je n'avais plus de cheveux. C'est effectivement une des craintes que j'avais, c'est de me dire, moi je sais que je vais continuer à perdre mes cheveux, donc de me dire, voilà, est-ce que je vais me retrouver à un endroit avec pile je sais pas, un cercle au milieu du crâne où ce sera dégarni. Donc là, a priori, ça a été fait. Enfin, a priori même, je peux le constater parce qu'on voit quand même les endroits vraiment où on a eu les incisions. J'en ai eu qui ont été mis sur tout le crâne avec une densité qui est différente en fonction de la densité qui me restait. Donc là, vous attendez le résultat? Voilà, j'attends le résultat, je commence à le voir. La période qu'on attend avec le plus d'intérêt, c'est au bout de 3-4 mois, quand vraiment on commence à voir les premiers cheveux qui repoussent. C'est un petit soulagement, et là on commence à voir d'un coup dans le miroir, se dire, ah ben là j'ai une zone qui est en train de changer de densité. Après, j'attends de voir si on regagnera une densité qui est à peu près équivalente ou pas sur toutes les zones. Vous vous regardez déjà différemment dans le miroir? Alors je me regarde un peu beaucoup plus dans le miroir en ce moment parce que j'ai envie de voir s'il y en a des nouveaux qui sont en train de pousser ou pas. Donc j'ai un peu envie de regarder ça, mais je vois que mon apparence a déjà un petit peu changé, que j'ai des zones qui ont été complétées, même si j'espère qu'il y en aura encore parce que pour l'instant c'est pas parfait. Mais je sais que c'est normal à cette période que ce ne soit pas parfait. Et de toute façon, vous ne cherchez pas la perfection? Non, parce que même retrouver la densité capillaire que j'avais il y a 10 ans, c'est pas possible. La ligne frontale que j'ai là n'est pas exactement celle de toute façon que j'avais quand j'avais 25 ans, où on a été un petit peu plus bas, et sur les côtés aussi, c'est une zone qui est généralement pas implantée. Donc je retrouverai jamais exactement ce que j'avais comme densité capillaire, ça je le sais. Oui, et en même temps, quand on vous regarde maintenant, on ne sait pas comment vous étiez avant, on vous voit vous comme vous êtes aujourd'hui, donc finalement, c'est vous qui faites la comparaison, mais les gens, quand ils vous voient tel que vous êtes. Voilà, pour l'instant, les gens qui me voient pour la première fois, je pense, ne le remarquent pas, et beaucoup de personnes qui me côtoient ne l'ont pas nécessairement remarqué. Du moins ceux qui m'ont pas vu pendant 4-5 mois, j'ai pas beaucoup de remarques dessus, donc je pense que les gens j'en suis même sûr, les gens ne le remarquent pas pour l'instant. C'est vrai que c'est assez ambivalent parce que on a envie que ça se voit et que ça ne se voit pas en même temps. Donc moi je trouve ça assez grave. Quand ce sont des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et qui ne le remarquent pas, je me dis bon, c'est que ça a peut-être rétabli un petit peu comme j'étais auparavant. Après, les gens que je vois tous les jours ont forcément remarqué parce que nécessairement j'avais des cheveux qui faisaient 2 mm il y a quelques mois et ils m'avaient jamais vu comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui le remarquent et qui ne disent rien, c'est tout à fait possible. Je suis allé chez ma grand-mère il y a 2 semaines, je pense qu'elle m'a rien dit et je pense qu'elle n'a rien remarqué. Mon père non plus d'ailleurs. Cette intervention, vous l'avez plutôt cachée entre guillemets, ou en tout cas vous n'avez pas trouvé nécessaire de le dire, et après tout pourquoi pas. Oui, alors j'en avais parlé à mes collègues, parce que nécessairement ils allaient me revoir différemment dans un premier temps. Donc j'avais commencé à en parler quelques semaines avant. Je crois que ma chef, je lui ai dit que le jour de l'opération directement. Je lui ai dit, sois pas surpris en me revoyant la semaine prochaine. J'avais un petit peu de télétravail aussi qui permet de faire passer aussi plus facilement ces 10 jours qui sont un petit peu délicats, où on peut pas mettre de casquette. Effectivement, par exemple, je l'avais pas dit à ma mère ou à ma sœur. Je leur ai dit juste après l'opération. Vous aviez peur qu'elle vous fasse renoncer ? Je sais pas si c'est ça, ou peut-être que j'avais peur moi-même de renoncer avant et de me dire bon, ça sert à rien d'en parler avant de toute façon. Mais oui, peut-être que j'avais pas besoin qu'il y ait d'autres personnes qui y réfléchissent en plus, ou d'avoir les réflexions de d'autres personnes. Je m'étais mis dans mon idée, j'allais le faire, et j'avais pas forcément besoin de l'extérioriser à ce moment-là. C'est sûr. Plus que ça. Parce que souvent, en plus, les proches, parce qu'ils tiennent à nous, ils vont plutôt avoir envie de dire non, mais qu'est-ce que tu vas faire, t'en as pas besoin. Il pourrait y avoir de ça, j'ai des collègues qui m'ont dit exactement ça, j'ai des amis qui savaient que c'était un sujet qui m'embêtait depuis longtemps, donc qui m'ont dit que c'était une très bonne chose à faire. On m'a même félicité pour l'avoir fait plusieurs fois, j'étais assez surpris de cette réaction. Voilà, on aurait pu avoir des réactions totalement inverses, de dire mais pourquoi il va se faire des implants, enfin, c'est ultra superficiel ou ce genre de choses. J'ai absolument pas eu ça comme réaction, j'ai une réaction assez positive. Et effectivement, il y a des personnes à qui j'en ai pas parlé, peut-être parce que effectivement, j'avais pas envie de stresser peut-être ma mère ou ma sœur avec ça, et d'avoir leur stress en plus peut-être à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas facile. Voilà. Et moi, j'y suis allé accompagné avec un ami, et je pense qu'effectivement, c'est pas mal de ne pas y aller seul. Oui.
d'avoir quelqu'un qui est là, même si l'opération se passe bien. Oui. C'est plus confortable psychologiquement quand même de pas être seul aussi en pays étranger avec ce crâne un peu particulier. Vous avez fait des photos en souvenir? Alors j'ai fait des photos et j'ai de toute façon avec la clinique nous photographie avant et après et nous demande des photos à des périodes particulières, donc tous les 4 jours, 10 jours et puis après 2 semaines, 1 mois, 3 mois pour voir l'évolution. Donc j'ai comme ça un suivi régulier et heureusement parce qu'il peut y avoir une inquiétude. Je pense que de façon assez classique, au bout de 4-5 mois, les gens leur écrivent en disant mais je comprends pas, j'ai l'impression que j'avais eu plus de cheveux que ça qui avaient été implantés et ils sont pas encore tous là. Ah oui, parce qu'il y a des cycles de repousse. Exactement, les cheveux prennent du temps à repousser, peuvent être en dormance pendant quelques mois, donc ça peut ne pas arriver tout de suite et ils repoussent, c'est vrai, très lentement quand même. Moi je vois mes cheveux qui ont été implantés, j'en vois qui sont apparus il y a 2 mois et ils font toujours 2 mm. Et alors maintenant que vous avez fait une intervention, est-ce que vous vous dites, tiens, finalement c'est assez facile de modifier une partie de son corps Je pense pas que je ferai d'autres opérations de chirurgie dans l'immédiat ou dans les années à venir, mais c'est vrai que c'est une question qui, je me suis dit, effectivement ça peut faire du bien, échanger un petit peu d'argent contre un peu de confort esthétique et psychologique. Oui, c'est ça le confort. Ouais. Parce que quand on est préoccupé par une partie de son visage ou de son corps et qu'on y pense tous les jours, ça prend un temps et de l'énergie psychologiquement. Voilà. Ça peut être très 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 fatigant de se dire mince, là faut pas qu'on prenne en photo dans cette position là parce qu'on va voir mes calvities. Ce genre de choses, ne plus y penser, c'est un confort psychologique. Ouais. Ça veut dire qu'on peut même si passer ça n'a à rien autre de dramatique à la fin, au début, mais voilà. Et puis c'est vrai que vous ne faites pas partie des plus jeunes que vous, notamment ceux qui suivent les influenceurs et tout ça, et qui, eux, vont faire des actes pour ressembler aux influenceurs ou influenceuses qu'ils Non, moi je voulais me apprécient. ressembler à moi il y a quelques années. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup Eric d'avoir partagé votre expérience. Merci à vous. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager ce lien. Pour prolonger la discussion ou témoigner, rendez-vous sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. Si vous souhaitez en savoir plus sur les implants capillaires, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais pas », publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.